Toutes les personnes qui ont entre 10 et 40 ans aujourd'hui connaissent Dragon Ball Z, ce formidable manga dans lequel le bien et le mal s'affrontent au milieu d'un univers fantastique entre tradition et modernité, pour reprendre un terme qui est extrêmement usité quand on parle du Japon, très cliché mais qui colle quand même très bien à ce manga. Mais qui s'est déjà demandé si l'œuvre monumentale signée Akira Toriyama n'était pas en sous-texte une formidable critique politique de notre monde. Alors certes, dans DBZ, les gars, et trop peu de go, on peut le dire, passent leur temps sur les champs de bataille, mais on peut voir cela comme une métaphore d'un combat idéologique entre les bons défenseurs d'une société plus juste, de valeurs anarchistes, marxistes, mais aussi écologistes. Rappelez-vous de la fameuse tirade de C16, il faut sauver la terre, ses arbres, ses ruisseaux, ses oiseaux. Et face à eux, des mauvais, entre guillemets, qui ne veulent que dominer, quitte à détruire et transformer le vivant et la planète, les planètes et leurs habitants en véritables champs de ruines. Cela peut se démontrer à tous les niveaux dans l'œuvre Dragon Ball, et c'est ce que je vais tenter de démontrer. Tout d'abord dans une première partie où je vais me concentrer sur les gentils, et dans une seconde partie qui fera l'objet d'une seconde vidéo où je vais plutôt vous parler des méchants. Alors du côté des gentils, on pourrait vraiment considérer que on est chez les bisounours, voilà. Des bisounours mais qui ont quand même une tendance anarchiste, une tendance écologiste assez marquée. Commençons par Sangoku, c'est un peu le héros que l'on suit dès ses premières années de vie. Sangoku, le héros de la saga, alors déjà le mec est étranger, voilà, le RN en PLS, Zemmour aussi, il vient carrément d'une autre planète. En plus il a la méchante tendance de se transformer en gorille géant à chaque pleine lune, ça lui pose de réels problèmes d'intégration. Et oui, Goku subit un véritable racisme culturel. On pourrait par exemple mentionner toutes les fois où on lui demande pourquoi il a une queue, pourquoi il est bizarre, pourquoi il a une coupe de cheveux improbable, pourquoi il mange autant, pourquoi il sait pas se comporter en public, etc. Malgré tout, Sangoku s'intègre, sans faire forcément d'efforts, en tout cas il reste comme il est et il s'intègre, il se fait énormément d'amis, tous plus différents les uns que les autres. Et en cela, c'est vraiment un exemple d'inclusivité. On va un peu mentionner les amis qui se fait au cours de sa vie, mais vraiment, on peut pas faire plus différent, plus bariolé que ça. Alors commençons par Bulma. Bulma, elle incarne une critique de la socialisation genrée, cette socialisation qui domine dans nos sociétés actuelles patriarcales. En effet, la société, alors c'est vague, mais je pourrais parler des parents, de l'école, des médias, des amis, voilà. La culture de nos sociétés apprend aux filles à être filles dès le plus jeune âge. Et parmi ces différences d'éducation liées au sexe de l'enfant, on retrouve par exemple l'orientation scolaire. Les filles ont tendance à être considérées meilleures dans les matières littéraires et les garçons plutôt dans les matières scientifiques. Et bah non, voilà, Bulma rentre pas dans ces cases. C'est un génie scientifique, je pense qu'elle a eu 20 sur 20 au bac en maths, techno, SVT, etc. Et à la suite de son père, elle a bâti un empire industriel, un peu à la Elon Musk, baptisé Capsule Corporation. En plus, c'est une fille aventurière, c'est une fille sportive, c'est une fille courageuse, voilà. C'est une femme dont on pourrait dire qu'elle a des attributs masculins si on était un peu beauf, type extrême droite viriliste. La preuve, en fait, qu'avoir un sexe qui pendouille ne détermine pas la capacité à être fort, courageux, intelligent, de la même manière que ne pas avoir ce sexe qui pendouille ne rend pas nécessairement empathique, doux, soigneux, à l'écoute, etc. Voilà, c'est pas du tout les qualités premières de Bulma dans DBZ. Évidemment, Bulma, c'est pas la seule amie que Goku va se faire au cours de l'aventure, et tous sont très surprenants, et tous incarnent soit une cause, soit une certaine vision du vivre ensemble. Parlons tout d'abord de Krillin. Or Krillin est nain, ou en tout cas très petit, il a pas de nez. C'est dire à quel point il était censé mal partir dans la vie, et pourtant, voilà, il fait partie des êtres humains les plus forts dans DBZ, et je rappelle que la force, c'est pas uniquement la force physique, c'est métaphorique pour des valeurs humanistes, des valeurs d'entraide, de combativité, etc. Parlons aussi de sa femme, c'est 18, qui est un cyborg, ou plutôt une sorte d'humaine cybernétisée.
Alors C18 elle est intéressante parce que en tant que femme, elle est justement pas du tout dans le cliché de la femme douce, empathique, etc. Un peu comme Bulma, elle c'est vraiment une femme combattante, ce qui met un bon coup de poing au stéréotype. Et entre deux ça fonctionne, ils ont même une fille ensemble. Parlons de Tenshinhan. Alors Tenshinhan c'est pareil, c'est un humain, mais il a un troisième œil au milieu du front, on sait pas vraiment pourquoi. Et Tenshinhan entretient une relation étrange avec un petit camarade un peu fantomatique au physique d'enfant nommé Chaozu. Alors, c'est jamais dit clairement que c'est une forme de relation homosexuelle entre eux. En tout cas, personne ne les juge. Aucun problème, ils sont bien ensemble, ils vivent ensemble, ok. Alors parlons de Petit Cœur. Alors, Piccolo dans la version originale, Petit Cœur dans la version française. Alors Piccolo vient carrément d'une autre planète, la planète Namek, et sur cette planète, tous les habitants sont asexués. Alors physiquement ils ressemblent plutôt à des hommes, mais il n'y a pas de binarité, il n'y a pas d'hommes et de femmes. La reproduction se fait pas par des organes génitaux, elle se fait en pondant des œufs par la bouche. Au moins ça permet vraiment de faire réfléchir sur plein de choses, sur plein de manières d'être inclusif, d'être tolérant, etc. malgré les différences. En plus, ce qui est intéressant dans le personnage de Piccolo, c'est qu'à la base, c'est un grand méchant, il rêve de tuer Sangoku, etc. Et puis finalement, Sangoku, par son grand cœur, il le convainc de rejoindre le camp du bien, le camp des gentils, et il le ramène du côté lumineux de la force, entre guillemets. Pareil pour Vegeta. Alors Vegeta, c'est un être orgueilleux, jaloux, misanthrope, et pourtant, Goku, à force d'efforts, à force de bonhomie, va réussir à l'intégrer, alors modestement, au gang des gentils. Vegeta va carrément finir marié avec Bulma, avec lequel il aura 2 enfants. Alors je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui naît dans Dragon Ball Z, ou peut-être que la fille naît vraiment tout à la fin, je sais plus. Et il va apprendre petit à petit Vegeta à se décoincer et à apprécier les petits plaisirs de la vie. Entre autres, ça va lui permettre de devenir un combattant, voilà, pour la défense de la nature, de la planète Terre, etc. Alors on peut continuer dans le désordre, Goku il va aussi être ami avec un ex-combattant en surpoids, il y a Jirobe, un chat, Maître Karin, un cochon, Oolong, un vieillard pervers, Tortue Géniale, on l'oublie pas, bref, un peu avec n'importe qui, avec tout le monde, les plus moches, les plus méchants, voilà, peu importe. Les plus méchants et les plus moches en apparence, évidemment l'important c'est ce qu'on est à l'intérieur, c'est pas l'apparence qu'on a. La grande force de Goku, c'est qu'il n'y a pas d'a priori chez lui. Voilà. Il a une capacité à fédérer, à rassembler, qui ressemble vraiment à l'idée du socialisme. Je parle du socialisme historique, ce qui est à la base de l'anarchisme et du communisme. Goku ne demande rien à personne. Il convainc, il accueille, toujours à bras ouverts. De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, pourrait être sa devise. D'ailleurs, quelle attaque, je parle d'attaque de boule de feu, de boule d'énergie, quelle attaque est plus collectiviste que le Genki-Dama, que Goku apprend auprès de Kaioshin? C'est en collectant l'énergie de tous les êtres humains, des animaux et même des plantes que notre super-héros forme une boule d'énergie capable de tuer n'importe qui. C'est notamment grâce à un Genki-Dama géant que Goku parvient à terrasser le tout dernier ennemi de la saga DBZ, Petit Boo. C'est donc grâce aux efforts conjugués de tous les terriens, ensemble, main dans la main en l'air plutôt, que le bien survit au mal, que la planète Terre est sauvegardée, que la vie peut suivre son cours. Si vous voyez pas l'idée du collectivisme derrière cela, je peux rien faire pour vous. Allez, on va quand même mettre un petit bémol du côté des gentils. Il y a vraiment un bémol sociologique dans DBZ, c'est Chi-Chi, la femme de Goku. Parce qu'elle est en fait un peu l'archétype de la femme au foyer qui s'occupe de l'éducation des enfants, qui fait la cuisine, qui se plaint que son mari ne travaille pas, etc. C'est dommage parce que dans Dragon Ball, vraiment à l'origine, quand elle rencontre Goku enfant, c'est une combattante. Elle est vraiment dans la même ligne que Bulma, que C18, c'est-à-dire que c'est une femme, mais c'est pas pour ça qu'elle est cantonnée à un rôle de femme, un rôle féminin. Mais elle rencontre son flemmard de mari et elle change complètement, et là on peut vraiment se poser la question où est passé le progressisme de Toriyama sur ce personnage en particulier. Alors pourquoi je dis flemmard de mari? Goku il vit un peu sa vie comme il l'entend, il est innocent, il se soucie jamais des conséquences de ses actes, se balader, dormir, manger, pêcher, voilà, c'est ses activités principales quand il n'est pas sur les champs de bataille en train de sauver la planète.
Il n'est pas du tout consommateur, ça on peut pas lui reprocher, il est complètement à l'écart de la vie urbaine, comme la plupart de ses amis. Il vit une existence simple, rythmée par la nature. En fait, Goku, idéologiquement, on pourrait le rapprocher des anarchistes écologiques, un peu comme les transcendantalistes comme Thoreau ou Emerson. Mais pas uniquement. Parce que évidemment, sa capacité à passer du comportement le plus individuel, le plus tranquille, à la dévotion la plus totale pour le bien de tous, fait de lui bien plus qu'un anarchiste, individualiste, transcendantaliste à la Emerson. Élisée Reclus, célèbre géographe anarchiste français, lui aussi écologiste avant l'heure, ne disait-il pas que l'anarchie était la plus haute expression de l'ordre? Là encore, c'est une phrase qui résonne bien dans l'épopée de Son Goku, dans sa volonté que la paix règne sur le monde. Citons Élisée Reclus pour voir à quel point sa pensée coïncide bien avec le camp du bien, le camp des gentils dans Dragon Ball Z. Le citoyen, aujourd'hui opprimé, demain libre. C'est à lui qu'il faut s'adresser pour fonder la République sur sa véritable base. C'est lui qui est empereur et pape. C'est lui qui doit former des groupes avec ses frères de la manière qui lui paraîtra la meilleure. Quelle sera la base de la société nouvelle? Ce sera l'association. Dans Dragon Ball Z, il n'est question que de ça. D'association entre personnes de bonne volonté. Quelle que soit leur origine, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur, on pourrait dire, couleur de peau, religion, etc. Leur seul objectif commun, c'est de vivre ensemble, le plus simplement possible, avec leurs propres règles, voilà, sans coercition à la fois économique, à la fois politique, etc. Et malgré tout, c'est de la politique. Mais c'est une forme de politique dégagée des grandes formes traditionnelles, de l'État-nation, du capitalisme, etc. Son Goku, on pourrait enfin le voir comme l'antithèse des valeurs de droite. Le travail, très peu pour lui. La famille, la patrie, franchement, il en a pas grand-chose à faire, vu comment il s'occupe à peine de sa famille, et vu qu'il va jusqu'à tuer tout ce qui lui reste de lien du sang. Voilà, notamment Raditz, qui est son frère, qui est un des premiers méchants de la saga, et qu'il va tuer pour le bien de l'humanité. Les Saiyans aussi, en général, hein, Nappa, etc., etc. Son objectif, c'est de défendre l'endroit où il vit, défendre sa planète, mais il n'est pas pour la guerre, il est pour la paix. La force, bien sûr qu'il l'utilise, mais pas pour dominer, pour protéger, pour la paix. D'ailleurs, on voit bien comment son fils, élevé par sa mère surtout et lui, rejette la recherche effrénée de puissance et ne veut se servir de ses capacités que pour protéger et défendre la nature. Et d'ailleurs, à travers le personnage de Sangohan, il y a une très belle valorisation des valeurs d'éducation, de science, de recherche. Donc là encore, quelque chose qui est parfois un peu combattu dans les pensées conservatrices, contre les élites avec un Z. Voilà toutes ces raisons qui poussent à dire quand même que le camp du bien, le camp des gentils dans Dragon Ball Z, c'est pas un camp de droite. Hein. Clairement, les valeurs, les gars, si vous avez l'impression que c'est des valeurs de droite, je sais pas où vous êtes. Exercice peut-être un peu plus périlleux, un peu plus difficile, je vais essayer de prouver que Dragon Ball Z a des méchants de droite.